Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Avant de démarrer l'interview, je tiens à vous préciser que cet échange est sponsorisé. Maintenant que tout est clair, on lance tout de suite l'interview. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Antoine Sarraute, cofondateur de Wakweli, une entreprise voulant sécuriser l'avenir des actifs tokenisés. Bonjour Antoine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Bonjour Thibaut, ravi d'être ici. Écoute, ça va très bien. On enchaîne pas mal les AMA et les annonces avec la communauté en ce moment. Je suis ravi qu'on puisse faire ce podcast ensemble au milieu de tout NFT Biarritz et compagnie. Ça. C'est super parce que du coup, le moment où va sortir cet épisode, donc normalement lundi prochain, là le 21, on se verra du coup pour NFT Biarritz. Donc c'est assez sympa de faire cet épisode ensemble quelques jours avant. Est-ce que tu peux passer par la première question que je pose effectivement à tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous dire comment l'univers de la blockchain s'est intégré à ton quotidien ? Bien sûr. Donc, je suis Antoine Sarraute. Je suis ingénieur informaticien de formation. Et en fait, je travaille avec les technologies décentralisées depuis plus de 10 ans maintenant, où j'ai fait mon mémoire de master sur ça. Et j'ai travaillé dans plein de domaines différents, donc en start-up, dans des boîtes intermédiaires, dans les domaines de la mobilité, du paiement, de l'assurance, des choses comme ça, avant de retourner vraiment en 2017 vers les technos vraiment décentralisés et la blockchain, où j'ai un peu dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là-dedans, c'est trop bien. J'ai appris tout ce que je devais apprendre là-dessus et j'ai commencé à faire des expériences à droite, à gauche. Et j'ai fini par me retrouver en Suisse en suivant ma femme, qui a une offre pour faire un doctorat là-bas. Et j'ai rencontré mon cofondateur, maintenant Shaban, qui est un homme extraordinaire du milieu de la crypto, avec qui je partage vraiment la vision de ce qu'est les technologies décentralisées, le NFT comme le support de titre de propriété digitale du futur qui permet de se passer des intermédiaires, de réduire les frais, d'ouvrir la propriété à des actifs qui sont peu accessibles actuellement à beaucoup plus de monde. Et ça m'a conduit à mener, ça m'a conduit à créer ce projet aujourd'hui avec Shaban et nos autres cofondateurs, Wakweli. Super intéressant. Et c'est ça vraiment qui t'a marqué dès le début dans cet univers, on va dire très large entre Bitcoin, les NFT, la tokenisation, la finance décentralisée, tout cet univers, c'est vraiment la brique NFT qui t'a vraiment séduite, ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui t'ont vraiment interpellé, qui t'ont vraiment fasciné ? C'est plutôt la technologie derrière les crypto-monnaies en général qui au final est la même que pour les NFT. Alors qu'un NFT, c'est un token non fongible, donc c'est un peu comme une crypto-monnaie où il n'y a qu'une seule unité, donc tu peux la tracer et elle ne se mélange pas aux autres. C'est vraiment cette notion que on peut être souverain en tant qu'utilisateur sur ses assets sans passer par un intermédiaire, type ta banque. Parce que sans les crypto-monnaies, en fait, si tu veux envoyer de l'argent à un ami, il faut que tu demandes à ta banque d'envoyer une somme depuis ton compte vers le compte de ton ami dans une autre banque. Ce qui veut dire que c'est encadré, ça crée des limitations, ça crée des frais. Potentiellement, ça peut verrouiller ton accès à certains comptes, ça crée des situations quand tu dois faire passer ça entre plusieurs pays. Donc, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir proposer une alternative technologique à tout ça, avec Bitcoin qui nous a donné un bon cas d'étude. On est encore dans une zone qui est pas très réglementée, mais je trouve que c'est très puissant en fait de montrer qu'une technologie peut vraiment se poser en alternative à un réseau bancaire, aux banquiers, à tout ce qui est intermédiaire en fait, pour prouver que y a une alternative et du coup qu'il faut limiter les frais, qu'il y a une alternative à des réseaux qui potentiellement peuvent mettre des frictions là où ça devrait pas avec de la corruption potentielle dans certains pays, dans certaines institutions, etc. Et moi, cette technologie en remplacement de ça me paraît hyper intéressant. Donc, c'est principalement pour ces briques techniques-là que je suis là. Donc, à la fois crypto et NFT. D'accord. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, où on sait que ça va parler pas mal NFT aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà revenir sur le nom, Wakweli ? Voilà, tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce nom ?
Alors, Wakwali, c'est du Swahili. Ça veut dire ceux qui disent la vérité. Et en fait, Wakwali, du coup, c'est un protocole de certification universelle, mais qui n'est pas basé sur l'IA, le machine learning, comme c'est un peu la tendance du moment. C'est vraiment basé sur connecter les humains ensemble autour d'une raison, d'un incentive à dire la vérité et créer un écosystème vertueux autour de ça. Et ce mot en Swahili permet de rappeler ce côté très humain du protocole et sonne différemment des protocoles qui sont basés sur de la hard tech, deep tech, etc. Donc, on a choisi ce nom-là. Également, Shaban, mon cofondateur, a sa famille origine de Tanzanie. Du coup, voilà, le C'est Swahili. ça, le Swahili vient de la Tanzanie et d'autres pays, je crois. Enfin, c'est Oui, parlé tout là-bas. à fait. C'est quand même très, très utilisé. Ok, bah merci pour cette précision. Maintenant, on va parler de Wakwali, mais le cœur du sujet, la proposition de valeur. À quoi va nous servir Wakwali? Bah écoute, je pense que je vais te raconter une petite histoire. Je vais te donner un exemple. Prenons Sam. Sam, c'est une artiste qui comprend pas trop le monde des NFT. Elle fait plus de la peinture, des œuvres voilà, qu'elle expose en galerie, mais elle voit qu'il se passe un truc côté NFT. Et elle se dit ah bah écoute, je vais tenter l'expérience, je vais faire des œuvres digitales originales, genre je vais faire une centaine de nouveaux dessins et je vais créer des NFT, on va voir comment ça va se passer. Donc elle passe 2 semaines à bosser là-dessus. Elle fait des nuits blanches, elle se dispute un peu avec son partenaire. Voilà, c'est pas toujours facile, mais ça finit par sortir. Et là, c'est le succès en fait. Ça fonctionne. Toute sa communauté joue le jeu, on achète un peu. Il y a des gens qui arrivent d'un peu de nulle part, qui prennent des tokens sur OpenSea. Ça se met à trader à 50, 100 dollars, c'est super. Sam, elle est hyper contente. Elle se réveille le matin, elle regarde le wallet, la collection, les nouveaux acheteurs, les trades. Puis un matin, elle reçoit un mail. Elle voit, il y a quelqu'un qui comprend pas. Elle dit ah, je comprends pas, j'ai acheté ton truc, mais j'ai rien reçu, quoi. Elle dit ah ouais, c'est bizarre. Elle regarde son wallet, elle n'a pas reçu effectivement le truc. Et elle regarde ce qui se passe. Elle tape le nom de sa collection sur OpenSea. Et là, c'est la cata. Elle voit des tonnes de collections avec deux espaces, avec un peu un caractère différent qui change dans le nom, avec son art qui est juste copié. Certains ont un tout petit peu modifié, d'autres ont juste fait copy and paste. Et effectivement, par rapport au token à 50 dollars, il y a des offres listées à 40 dollars avec des collections qui ressemblent presque à la sienne avec du volume autour. Et en fait, les nouveaux utilisateurs qui venaient pour contribuer à son projet, bah, ils se font arnaquer. Et, euh, et en fait, tout est détruit, quoi. Au lieu de passer son temps à développer son art, bah, elle passe son temps à répondre à des mails de gens pas contents qui n'ont pas reçu le token, elle ne reçoit pas l'argent et c'est nul, quoi. Et actuellement, c'est ce qui se passe sur des plateformes qui sont pas curated comme OpenSea, par exemple, où pour te protéger, en fait, tu as ce blue badge de validation que tu peux voir aussi sur les profils Twitter. Et ce blue badge, bah, il te montre de manière instantanée que tu achètes la bonne collection, que c'est pas un scam. Donc, tu as ça sur les Bored Apes, les Moonbirds, les grandes collections. Mais en fait, si tu n'es pas une grande collection, c'est très difficile d'obtenir ce badge. Officiellement, il faut que tu aies 75 Ethers de volume sur ta collection, ce qui représente quand même plus de 100 000 balles. Donc, voilà, tous les petits artistes, c'est exit. Et en plus, même si tu dépasses ce seuil, en fait, ils sont sous l'eau. Donc, il faut que tu ailles avec toute ta communauté, les pinguer pendant des semaines sur les réseaux pour que tu puisses l'obtenir. Et ça, en fait, bah, c'est pas possible, ça scale pas. Le NFT, c'est le futur de la propriété digitale. C'est un marché de 16 000 milliards de dollars dans 6 ans. Et en fait, c'est pas une compliance team de 10 à 100 personnes qu'il faut pour sécuriser tout ça. C'est des dizaines de milliers de personnes, en fait. C'est trop de volume. Et du coup, ben, on crée Wakweli, qui est un réseau qui permet du coup de générer ces badges d'authenticité pour des assets, mais gérés par la communauté à travers un nouveau protocole qui crée du coup cette incentive à dire la vérité, dont on va parler un peu plus tard, et qui permet du coup de connecter ensemble toutes les équipes de compliance, tous les gens qui font de la collection de NFT et qui passent une demi-heure, 1 heure, voire plus à faire de la due diligence avant d'acheter un token. Je pense que c'est des choses que tu as déjà faites toi aussi, Thibaut. Et, euh, et voilà, donc c'est de là que vient le besoin.
Et en fait, au niveau scammer, on voit qu'il y a énormément de tentatives de scam pour les NFT, et c'est normal, parce qu'on est en train de vivre une transition depuis le titre de propriété physique papier, vers le titre de propriété digitale. Et ça, c'est comparable à quelque chose qu'on a vécu il y a une dizaine d'années maintenant, c'est la transition depuis le courrier physique, papier, vers les emails, le courrier digital. Tu as vu ce qui s'est passé? Enfin, tous les spammers qui sont arrivés, en fait, on a démultiplié par plusieurs ordres de magnitude les opportunités pour les scammers d'arnaquer les autres. Donc, c'était plus possible de communiquer tant qu'on n'avait pas des systèmes anti-spam. Ça a mené au monde qu'on a aujourd'hui où si tu n'as pas un Gmail ou autre, ça devient très difficile de filtrer compagnie. Et il faut qu'on ait ce type de tooling maintenant pour le type de propriété digitale. Et c'est ça qu'on est en train de créer là avec Wacoli. J'abonde dans ton sens, que c'est carrément actuel, en fait, les problèmes qu'on a, même des scams sur, tout simplement des sites frauduleux avec juste un caractère qui change et qui t'envoie sur une fausse page, te demandant de saisir des informations. Des emails où, tu penses que c'est le support de telle entreprise. Enfin voilà, des scams, il y en a partout. Inévitablement, les NFT subissent aussi ça parce qu'on le sait, une collection NFT qui marche, on la duplique assez facilement en quelques minutes et donc les gens surfent sur une tendance pour essayer de récupérer des Ethers ou d'autres cryptos. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. C'est aussi un moyen de sensibiliser l'audience à attention, les NFT, c'est encore quand même un peu la jungle. C'est pour ça que justement, il y a des solutions qui émergent, Wackwelly et d'autres. Je pense qu'il y a d'autres concurrents. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il y a besoin de redonner de la confiance et de clarifier vraiment le processus d'achat, d'investissement sur les NFT. Donc, tu as parlé de pas mal de choses. On a des cas d'usage à NFT qui sont nombreux. On peut faire de l'immobilier, du gaming, de la propriété intellectuelle. Ça, vous le mettez bien en avant sur votre site internet notamment. Wackwelly veut vraiment remettre de la confiance dans cette jungle des NFT, si je puis dire. Comment est-ce que ça s'articule concrètement? Est-ce que c'est au créateur de collection, donc la personne que tu avais pris comme exemple, qui va vous contacter et faire certifier sa collection? Quelles sont les différentes étapes du processus? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mise en place concrète de la solution? Tout à fait. Déjà, en précisant que là, on parle de NFT parce que c'est un cas flagrant de la propriété digitale et des scams qu'on voit maintenant, mais Wacoli, c'est un protocole de certification universel qui ne se limite pas du tout aux NFT et même pas aux tokenized assets. C'est aussi possible de certifier l'originalité l'authenticité de ton titre de propriété de ta maison en France, par exemple. Vu qu'on pointe vers les assets, on ne s'intègre pas directement avec les chaînes, Donc, on te donne de la data. Pour une collection NFT, tu vas certifier chaîne Ethereum, contract ID 0x123, etc. Mais pour ta maison, c'est Chambre des notaires de France, contrat de vente 1, 2, 3, 4, 5, et c'est possible de faire le lien, Bon, après, il faut faire des intégrations stratégiques pour que les personnes retrouvent ce certificat. Sur les NFT, c'est plus simple de le faire d'un point de vue technique. Donc, on commence par ça. Et au niveau du protocole, en fait, on a... Donc, Wacoli, c'est une nouvelle blockchain, un nouveau layer 1, comme on dit, avec un nouveau jeton qui s'appelle le Waku, qui est l'unité de confiance. Et en fait, on a créé tout un écosystème et toute une nouvelle méthode de consensus autour du Waku qui s'appelle le Proof of Democracy, où il y a plusieurs types d'acteurs différents. Donc, il y a le requester, effectivement, qui va être la personne qui va demander un certificat. Donc, ça s'adresse aux lanceurs de projets NFT, par exemple, qui veulent certifier leur collection, aux brands qui veulent protéger leur IP des scammers, à la fois au moment présent et sur la durée, mais aussi à des collectionneurs qui ont un doute sur une collection et qui veulent demander à la communauté de faire une due diligence, de dire est-ce que ça c'est legit or not, Donc ça, c'est le point principal d'entrée pour la demande de certificat, où il faut du coup avoir du Waku et stake ce Waku dans une demande de certificat. Alors, là où c'est intéressant, c'est que tu peux stake le nombre de Waku que tu veux. Donc, si tu veux staker pour $10 de Waku, $100, $1000, tu peux faire le choix toi-même. Ça dépend du niveau de confiance, de validation et de travail qui est associé à ta demande. Et derrière, une fois que tu as stake, par exemple, $100 dans une demande, ça va être transmis à un validateur sur le réseau qui lui-même a dû stake pour devenir validateur et a dû trouver des électeurs qui ont stake pour élire ce validateur à sa position. Et il va regarder le cas. Et s'il pense que c'est légitime, il va devoir valider donc la demande de 100 Waku en mettant lui-même 100 Waku dans le certificat. Donc, il doit match le stake initial. Moitié avec ses Waku, moitié les Waku de tous ses électeurs. On prorata des élections. Du coup, dans le certificat validé, il y aura 200 Waku avec une partie qui vient du requester, une partie qui vient du validateur, donc le certifier, et ses électeurs. Et ces tokens vont être verrouillés dans le temps
et commencer à générer des rewards pour le validateur et ses électeurs. Donc, il y en aura plus en pourcentage pour le validateur qui bosse, et les électeurs ont toutefois tout de même un retour qui est plus passif. Et en fait, ça va prendre plusieurs mois pour les tokens pour générer des rewards au-delà du stake qu'a dû mettre le validateur. Et pendant ce temps-là, tout le reste de la communauté peut contrôler les nouveaux certificats et les challenger en mettant du stake aussi dans leur demande de challenge pour pouvoir potentiellement récupérer cette valeur qui est verrouillée à l'intérieur. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée de manière décentralisée un incentive global à dire la vérité. Parce que dans ce type de méthode de consensus et de game theory qui se crée, en fait, c'est un jeu d'équilibre, personne a un incentive à mentir. En fait, si tu fais une demande de certificat pour un scam, tu vas perdre les tokens que tu as stake. Si tu valides quelque chose pour laquelle tu n'as pas le bon domaine de compétence, tu vas prendre trop de risques, à la fois d'un point de vue stake de tokens et d'un point de vue réputation, parce que tu mets en jeu les tokens de tes électeurs aussi. Et même s'il y a eu confusion et qu'un cas est passé à travers les mailles du filet, la communauté est là et a un vrai incentive à challenger le certificat. C'est comme ça qu'on crée cet incentive global. Voilà pour les méthodes derrière C'est très intéressant. Ouais, c'est super intéressant de voir les différents niveaux d'implication, le skin in the game, comme on dit, où tout le monde doit être impliqué et financièrement voilà, investi dans le projet pour s'assurer de prendre les bonnes décisions. Et je trouve ça très intéressant, les différents mécanismes là, dont tu as parlé, avec 3 niveaux, vraiment 3 acteurs différents qui mettent financièrement, qui s'investissent dans le projet et qui n'ont aucun intérêt à effectivement être malveillants. Donc ça, on retrouve une philosophie derrière, comme sur Bitcoin, c'est assez intéressant. Et comment ensuite la personne qui certifie la collection, donc la personne qui aura effectivement, qui aura staké du Waku, qui va certifier la collection, sur quels critères elle se base? Est-ce que tous les certificateurs se basent sur, on va dire, un template de critères établis, ou est-ce que finalement chaque certificateur fait un travail un peu à sa sauce? Comment ça se passe pour le processus de certification? Alors, ça dépend ce qu'on certifie. Là, dans le premier produit qui est live là en alpha privé, c'est vraiment est-ce que cette collection NFT est authentique ou non en opposition à des scams ou à une collection légitime déjà existante. Donc, sur ça, il y a un cadre déjà établi où on est en train de faire de la documentation et des vidéos pour expliquer exactement quelles sont les étapes de vérification. Après, effectivement, chaque validateur fait ça un peu à sa sauce. Au même titre que toi et moi, quand on regarde une collection de NFT, en fait, tu vas aller regarder si sur le site du projet, si la team existe, on a un peu le track record des gens qui l'ont fait. Si l'ID du smart contract sur OpenSea est le même que l'ID du smart contract qui est précisé sur le site. Sur Etherscan, voir si le code du contrat a été validé. Faire une petite recherche d'image, voir si ça n'a pas déjà été utilisé par une autre brand, si ce n'est pas un IP infringement. C'est ce type de vérification qu'il faut effectuer. Et en fait, quand tu obtiens en tant que validateur un niveau de confiance raisonnable qui te permet de prendre le risque de mettre ton stake à l'intérieur, c'est là que tu obtiens le consensus de démocratie. Et quand la personne fait une requête, donc la personne qui veut certifier sa collection émet une requête comme quoi elle veut faire certifier sa collection NFT, par exemple, comment est décidée la personne qui va certifier cette collection? C'est en gros, il y a comme s'il y avait un tableau de bord avec toutes les requêtes qui sont en cours et quelqu'un va se positionner dessus et je ne sais pas, c'est celui qui stake le plus de Waku qui va gagner entre guillemets l'appel d'offres, ou comment ça se passe pour se positionner sur ces requêtes? Alors, ça fonctionne avec ce qu'on appelle le total judge power. En fait, pour devenir validateur sur le réseau, tu dois stake des tokens et te faire élire pour ce même stake. En fait, le nombre total de stakes de tous les validateurs qui ont été élus représente le judge power total. Et ton pourcentage de judge power par rapport au réseau total te donne ton pourcentage de chance d'avoir un cas qui est attribué de manière aléatoire. Modulo si tu en as déjà un qui est en cours de traitement, auquel cas il va être attribué de manière préférentielle à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça permet de limiter la collusion parce que c'est possible potentiellement, comme tu es dans un environnement pseudonyme, donc on n'a pas des identités qui sont validées parce que c'est un point qui limite le fait que ça scale. Ça limite les problèmes de collusion qui peuvent toute manière exister parce que quelqu'un qui prendrait 50% du judge power, il peut avoir une chance sur 2 de se retrouver à signer son propre cas.
Mais s'il tente de faire passer un scam avec ça, en mettant beaucoup de valeur, il va se faire débunker instantanément par la communauté qui va vouloir récupérer ce qui est à l'intérieur avec un challenge. Donc c'est comme ça, c'est la game theory qui résout ces problèmes-là. C'est pas à travers des processus de KYC. Ça marche. C'est une vraie gymnastique intellectuelle à faire pour imaginer tout ce modèle-là. Une certification, combien de temps ça peut prendre? Combien ça peut coûter à la personne qui demande ça? Sur votre site internet et la documentation que j'ai pu parcourir, j'étais à peu près sur 15 minutes pour certifier un NFT et à peu près 32 $ en moyenne pour un coût de certification. Comment vous estimez ces chiffres-là et est-ce qu'il y a des choses qui évoluent un peu depuis les documents qui ont été émis? Alors, les documents, on les met à jour dès qu'on a des nouvelles datas qui sont plus précises. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Wakwali directement. Donc là, les projections dont tu parles, elles sont disponibles dans le deck de présentation. En fait, c'est basé sur des postulats ou une vérification standard pour à peu près 15 minutes pour une personne qualifiée, pour une valeur d'assets à certifier autour de 800 $ en moyenne, ce qui donne un prix de certification à environ 32 $ par rapport au stake qui doit être posé par le requester par rapport à ce prix d'asset pour que la game theory fasse des rewards suffisants qui permettent de payer la zone de compétence du validateur, en fait. Donc, effectivement, ça, c'est le postulat initial. Et pour couvrir le marché des tokenized assets, donc qui est de 16 000 milliards de dollars dans 6 ans, en 2030, on a une strate d'acquisition. Nous, en 2024, on compte couvrir 0,1% du marché qui sera à 1500 milliards de dollars, donc 1,5 trillions à ce moment-là. Donc, ça fait du boulot pour à peu près 26 certifiers en équivalent temps plein pour protéger 12 millions de dollars de valeur. Donc, c'est des petits chiffres pour débuter. Bon, après, c'est des équivalents temps plein. Donc, si on trouve une centaine de personnes prêtes à y passer 2 heures par jour, ça se met à fonctionner, quoi. C'est des chiffres qu'on pense atteignables au début du développement du protocole. Et on 2026, en fait, quand le marché atteint 5,2 trillions, là, on a besoin de à peu près 800 personnes équivalent temps plein pour 380 millions de dollars d'assets qui sont protégés. Donc, ça ramp up super vite. Et à terme, en 2030, avec une part d'assets certifiés de 5,5%, on a besoin de 15 000 personnes. Oui, là, ça commence à devenir sympa. Là, Ça devient une vraie industrie au sens large du terme avec tout ce que ça implique. Exactement. Et Wakwali, du coup, donc c'est une nouvelle blockchain, c'est un protocole d'infrastructure. Et en fait, c'est monté selon un modèle de fondation. Donc, on a un treasury où toutes les opérations du protocole réinjectent des Waku tokens dans le treasury et nous permettent en fait d'apporter du support à des nouveaux projets qui voudraient intégrer Wakwali comme protocole de confiance, à donner de l'aide aux développeurs qui veulent utiliser le protocole et se familiariser avec. Et nos simulations de Treasury Inflow sont très sympas par rapport à ça aussi, où la première année, on a 360 000 $ dans le Treasury, ce qui n'est pas énorme, mais ça correspond au timing où on veut grossir, faire une Series A, donc on pourra aligner un peu plus pour le développement du protocole à ce niveau-là. Et dès 2026, sur les projections, on a à peu près 11 millions dans le Treasury à ce moment-là, donc ça permet vraiment, vraiment de lancer la machine jusqu'à 2030, où là, c'est des centaines de millions, un peu plus de 200 millions qui sont projetés dans le treasury, ce qui peut paraître un montant qui est énorme, c'est la folie. Mais si tu regardes en fait le treasury de Polkadot qui fonctionne à peu près pareil dans la manière de répartir les tokens dans le treasury, ils ont actuellement cette somme dans le treasury. Ils ont à peu près 200 millions et ils ont burn d'ailleurs 1% tous les mois de ce qui n'est pas utilisé pour les grants, pour les développeurs et les projets, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'atteindre ce type de modèle. Et comme le marché, en fait, est gigantesque au niveau des tokenized assets et que c'est le protocole qui scale pour protéger tout ça, on pense que c'est des chiffres qui sont atteignables. D'accord. Les Waku, dans les smart contracts, tu as mentionné que ça allait générer des récompenses. Ces récompenses sont en Waku aussi, j'imagine. Et comment vous financez ça? Donc, tu as déjà mentionné là, certaines choses. Comment vous allez réussir à récompenser tous ces acteurs-là sans émettre trop de jetons, en fait? Enfin, c'est un peu l'équilibre intéressant à trouver. Alors déjà, pour tous ceux que ça intéresse en détail, il y a le détail de toutes nos tokenomics dans le white paper et dans les tokenomics white pager, là qui sont plus d'un côté contributeur institutionnel, mais que vous pouvez retrouver sur notre plateforme de levée disponible sur le site. Alors,
Le Wakwali et le Waku, c'est pas un protocole qui est inflationniste. Donc, il y a un fixed supply de tokens. Et en fait, c'est les jetons qui sont stake par les requesters, donc les demandeurs de certificats, qui vont venir générer des rewards pour le validateur et pour ses électeurs. Donc, c'est in fine la personne qui fait la demande qui paye pour le traitement de cette demande et les rewards associés aux personnes qui bossent pour la valider. Pareil, derrière, les challengers, pour le coup, là, leurs rewards viennent des tokens qui sont log dans les certificats, donc des slash des requesters et des validateurs et de leurs électeurs si jamais le travail a été mal fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée toute cette économie sans faire d'inflation. Après, le truc intéressant avec le Waku, en fait, c'est qu'il y a très peu de circulating supply de Waku à un instant T, parce que le Waku doit être verrouillé dans les certificats pour générer de la valeur, générer de nouveaux certificats et des rewards. Donc ça fait que sur le marché libre, c'est les tokens qui sortent des certificats en mode rewards qui vont revenir. Et du coup, ça nous permet d'aligner le market cap total du Waku à la valeur totale de confiance qui est créée par le réseau. Et du coup, de créer une courbe vertueuse vers le haut si le protocole arrive à créer une confiance qui se développe sur la durée. D'accord, donc j'essaie d'imprégner tout ça dans mon esprit. Donc la personne qui va stake ses Waku va générer, enfin pas générer, mais techniquement c'est d'autres Waku qui vont être mis en circulation via les récompenses. Mais est-ce qu'à un moment donné, la personne qui stake, donc la personne qui crée sa collection, elle stake, je sais pas, $20 de Waku, elle va à un moment donné pouvoir récupérer ce stacking et faire un sort de withdraw pour récupérer ces $20, ou est-ce que c'est entre guillemets bloqué un peu à long terme? C'est bloqué à long terme et ça vient à terme en reward pour les validateurs. Donc non, c'est pas récupérable pour la personne qui fait la demande. Ok, donc une fois que c'est stacké, c'est pas comme le stacking un peu classique où on stake et puis on peut récupérer entre guillemets en fonction de certaines décisions. Là, c'est stacké et puis c'est fini. En fait, ça va être reversé d'une autre façon dans le modèle économique. Pour le stake du demandeur, donc du requester, oui. Par contre, pour le stake, évidemment, du certifier et des électeurs qui doivent mettre un stake pour que le Proof of Democracy fonctionne, eux, ils vont récupérer leur stake plus le stake de l'autre personne. C'est très clair. J'ai jamais vu un modèle comme ça. Donc c'est super innovant. Enfin, moi, je trouve ça très innovant et ça va être palpitant. À savoir que c'est un modèle qui est encore en cours de test, donc c'est pour ça qu'on est en alpha privé à ce moment-là, parce qu'on a pas mal d'hypothèses qu'on cherche à valider sur les pourcentages, comment les tokens circulent, quels sont les bons éléments de timing pour créer un système vertueux. Et c'est pour ça que là, après cette phase d'alpha privé où il y a à peu près 15 personnes, on va ouvrir une grande phase d'alpha là qu'on va annoncer à partir de septembre, avec une centaine de personnes dessus, avec plein de tokens à gagner derrière pour les gens qui participent. L'idée, c'est vraiment de créer un leaderboard de les gens qui se débrouillent le mieux avec le Waku, qui arrivent à faire des validations de certificats, qui se retrouvent avec le plus de tokens, donc des tokens de test à la fin, mais on crée ce leaderboard où il y aura un vrai drop de tokens pour en fait créer cette notion de valeur, créer du grind, créer une position où on valide pas n'importe quoi, pour justement récupérer de la data et pouvoir affiner à fond les paramètres du protocole avant qu'ils deviennent complètement on-chain et qu'on doive intégrer les votes de la communauté pour chaque modification, quoi, ce qui est le target final. Donc on veut avoir le modèle le plus refine possible avant de le bloquer. Sinon, il y aura trop de retours à intégrer et on ne va plus s'en sortir, quoi. Donc ça, c'est la stratégie de test en ce moment avec Waku. D'accord. Et ce qui est un des vrais challenges, je pense, c'est de lancer tout ça tout en gardant une décentralisation quand même initiale qui permet, via les élections, d'avoir des certificateurs suffisamment nombreux et suffisamment, on va dire, décentralisés pour que le modèle se lance de façon assez simple et rapidement, quoi. C'est pour ça qu'on fait toutes ces communications. Donc vous pouvez voir des amas à droite à gauche ces temps-ci, de la présence sur les événements, ce type de podcast aussi pour la communauté, parce que c'est un protocole qui est basé sur la communauté. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ça résonne avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à participer à l'alpha, à contribuer au protocole. C'est vraiment, on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne, quoi. Super. Et ben justement, j'allais venir à la question pour suivre l'évolution de vos développements, de l'actualité, de ce qui se met en place. Le plus simple, c'est de rejoindre le Discord et puis peut-être de suivre le compte Twitter. Comment Oui, ça se tout à passe? fait.
Principalement, donc sur Discord, c'est là où vraiment il y a les débats sur les évolutions du protocole. Donc c'est là qu'on discute le plus. On a une bonne partie de l'équipe qui échange au quotidien avec tous les contributeurs. Derrière, il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a le groupe Telegram. Donc tout est sur le site avec les différents liens. Mais je dirais que le principal, c'est le Discord. Et notamment sur le Discord, toutes les semaines, il y a un Alpha Pass à gagner avec des quêtes en participant aux différentes animations autour de la découverte du protocole. Donc pour participer à cette grande alpha où il y aura plein de cadeaux à gagner en token. Excellent. Et est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, à partager à l'audience avant qu'on clôture cette interview? Oui, donc je le redis, hein, si vraiment ça résonne avec vous, rejoignez le Discord, venez avec nous. Également, c'est un projet qui est en cours de financement. Donc on a verrouillé un round de financement sur la fin de l'année dernière de 1,1 million avec des contributeurs institutionnels, qui nous a permis donc de build pendant le bear market, un truc qu'on aime bien dire, et arriver au stade où on en est aujourd'hui, où du coup on a un produit qu'on peut toucher et qu'on commence à montrer à tout le monde, à la communauté. Et comme c'est un protocole très bottom-up, donc qui part de la communauté, on a eu beaucoup de demandes pour contribuer dès maintenant au protocole. Donc on a ouvert des allocations de tokens pour la communauté maintenant dans les mêmes conditions que pour les contributeurs institutionnels. Donc il y a tous les détails qui sont sur le site maintenant. C'est ouvert avec un montant qu'on a baissé mais qui reste un peu élevé, c'est $500 la contribution minimum. Mais ça reste une private sale, voilà, donc si ça vous intéresse et que vous voulez contribuer à ce niveau-là maintenant, vous pouvez vous connecter sur validation des profils et voir toute la documentation. Après, je vous rappelle que c'est une private sale, le token n'est pas encore listé, donc c'est un investissement qui est risqué et pour lequel faites vos propres recherches et ne mettez pas des sous, vous ne pouvez pas vous permettre de potentiellement perdre, quoi. Le rappel sur ça. Ouais, c'est important le disclaimer. On est quand même sur un milieu qui évolue très, très vite et qui est très pionnier. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je mets évidemment les liens principaux dans la description de cet épisode, que ce soit les réseaux sociaux, le site officiel, le white paper. Donc, vous pourrez aller bien plus loin après l'écoute de cette interview. Merci, Antoine, d'avoir été présent aujourd'hui avec moi. J'ai hâte de continuer l'échange à NFT Biarritz, si on a la chance d'avoir quelques minutes ensemble. Et puis voilà, bon courage pour la suite. C'est un super projet, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Et pour ceux qui écoutent ce podcast lundi soir, mardi matin à 10h, on a un panel sur comment sélectionner votre blockchain avec des gens d'un peu partout. Ça va être hyper intéressant. Si vous êtes à NFT Biarritz, passez nous voir. Impeccable, un super mot de la fin. Merci Antoine, merci à toute l'audience, salut à tous. Merci, salut.